Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV poursuit ses échanges ici au cœur des intercommunalités de France. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Caroline Cayeux. Bonjour Madame la Bonjour. Ministre, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Première question Madame la Ministre, quel message êtes-vous venu porter aujourd'hui, on est le 6 octobre, aux intercommunalités? Dans le cadre de ce congrès, je suis venue évidemment au nom du gouvernement, mais montrer la nouvelle méthode de travail avec les collectivités, l'écoute que nous voulons avoir avec les élus. Nous les avons reçus à plusieurs reprises avec Christophe Béchu et Gabriel Attal pour préparer le PLF. Et puis, moi, j'ai été, jusqu'à il y a une quinzaine de jours, membre d'une association que je présidais, Ville-de-France. Et donc, je suis l'une des leurs. Et j'ai toujours été une élue de terrain. Et je suis venue leur dire que je resterai une ministre tout-terrain. On avait reçu votre successeur tout à l'heure, Gilles Averrousse, à Ville-de-France. C'est le thème, vous l'avez dit, le thème de cette convention, les relations, quelles nouvelles relations entre l'État et les collectivités, entre l'État et les territoires sont des enjeux que vous portiez à Ville-de-France et en tant que maire de Beauvais. Quelles doivent être les nouvelles formes, les nouvelles méthodes que prendront cette relation État-territoire? Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un dialogue continu et profond avec les territoires, avec leurs élus, avec les intercommunalités en particulier, puisqu'aujourd'hui nous sommes à ce congrès. Et je pense que ça n'est plus non plus le moment d'être un État prescripteur, mais d'être un État accompagnateur. Accompagnateur sur les projets de transition écologique qui vont être au cœur des programmes du gouvernement. Accompagnateur comme les dispositifs qui ont été mis en œuvre par la NCT, Cœur de Ville, Petite Ville de demain, oui. Maison France Service. Accompagnateur, ça veut dire aussi en soutien aux collectivités, comme nous l'avons fait pendant le PLFR, où il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été votées pour aider les collectivités les plus fragiles, 410 millions d'euros qui ont été votés au PLFR. Et puis, je dirais, la DGF sur laquelle j'ai travaillé aussi avec Gabriel Attal pour accorder, même si ça n'est pas encore aujourd'hui dans le PLF, mais ce sera proposé sous forme d'un amendement. Alors de contractualisation, je vais y revenir, mais vous évoquez le budget 2023 et puis la trajectoire financière 2023-2027 qui est en discussion. Les élus à qui la rédaction donne la parole depuis ce matin, nous disent nous avons besoin de visibilité, donc une approche pluriannuelle, évidemment de moyens. Qu'est-ce que vous leur dites sur le caractère de lisibilité dans la durée Je leur dis d'abord que c'est vrai que les conditions financières, économiques, géopolitiques, l'inflation compliquent énormément à la fois le budget de l'État et je sais leur budget. Donc ce que nous voulons, c'est venir en appui pour leurs investissements. Nous allons maintenir le budget d'investissement tel qu'il était l'année dernière dans le PLF 22, et nous ferons la même chose, c'est de l'ordre de 2 milliards pour les DSIL, DETR et tous les dispositifs d'investissement. Nous allons avoir ce bouclier tarifaire qui devrait énergétique qui devrait les rassurer pour un certain nombre de communes, évidemment malheureusement pas toutes, et puis cette augmentation significative de la DGF de l'ordre de 210 millions d'euros qui devrait permettre à 70% des communes de voir leur DGF ou identique ou augmenter à l'occasion de ce PLF 2023. Ça, c'est une réponse immédiate, il le disait, enfin, vous y répondez, le point d'indice, plus 3,5, la hausse des dépenses d'énergie, mais sur le caractère lisible, est-ce que vous pouvez inscrire dans la durée vos... Alors, bien sûr, ce qu'on veut, c'est... j'allais dire l'inscrire dans la durée, mais vous savez, cette année, les conditions sont particulières. Nous espérons évidemment que l'inflation marquera le pas dans l'année 2023 et que les discussions budgétaires 2023-2024 seront sans doute plus faciles. Donc aujourd'hui, nous essayons de passer le cap
passer le cap du budget 2023. Le fonds vert annoncé par la Première ministre doit être renouvelé chaque année. Nous ne savons pas encore si ça va être sur 3 ans, sur 4 ans ou sur 5 ans, mais personne ne m'a dit que ce n'était que l'année 2023. D'accord. Le fonds vert, je précise, on est le 6 La Première octobre, ministre viendra en parler demain. La Première ministre doit venir demain, vendredi, le voilà. 7 octobre, en parler. Exactement. Bon. Et elle annonce cet après-midi son plan pour l'énergie. Absolument. Deux dernières questions. Un mot-clé qu'on entend beaucoup et qu'on entend depuis des années d'ailleurs, enfin, depuis quelques mois chez les intercommunalités, c'est le mot de contractualisation. Les intercommunalités de France portent cette démarche, cette méthode, notamment sur les CRTE, enfin les contrats de relance de transition écologique. C'est la bonne méthode, la contractualisation. Il faut aller plus avant. Alors, contractualisation dit aussi confiance dans les élus. Oui. Et je crois que ça, c'est important. C'est normal que les territoires participent à l'effort financier que l'on demande à l'État et que l'État doit rendre dans sa copie au niveau de l'Europe. Maintenant, il y avait un irritant majeur les années précédentes, c'était les contrats de Cahors. Oui. Nous avons renoncé à remettre en place ces contrats de Cahors, mais nous demandons aux collectivités de participer et de ne pas participer à l'effort de l'État, mais et de ne pas dépasser 0,5% d'augmentation de leurs dépenses réelles de fonctionnement par rapport à l'inflation, 0,5% de l'inflation. Alors, ça n'est pas un contrat, il n'y aura pas de signature. Cette confiance est organisée par strates, les régions, les départements, les communes. Par principe, l'État fait confiance au territoire. Contrat de Cahors 2017 qui ont fait réagir parce que trop de verticalité en substance, si je résume quelques... En tout cas, les CRTE dont vous me parlez, oui. Ce sont des dialogues entre l'État et les collectivités et qui ont vocation, ils avaient vocation à participer à la relance, ils auront vocation à participer à l'effort sur la transition écologique, la sobriété énergétique, et il nous semble être un bon outil à l'échelle de 1, 2 ou 3 intercommunalités pour fédérer les projets, pour fédérer aussi les actions et les aides de l'État. Condition que les élus portent un projet de territoire, vous le dites. Terminons notre échange par un sujet majeur aussi dont on parle beaucoup, la démarche ZAN, enfin zéro artificialisation nette, qui a pu susciter quelques interrogations ces derniers mois. Comment concilier attractivité, développement et sobriété, sachant que ces problématiques-là ne sont pas les mêmes, ne se posent pas dans les mêmes termes d'un territoire à l'autre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces interrogations, à quelques mécontentements aussi ? Alors, je comprends très bien l'inquiétude des élus. Vous le dites vous-même dans votre question. Comment leur donner encore envie d'installer des industries sur leur territoire? Comment permettre aussi aux communes rurales de construire encore pour ne pas aller vers un appauvrissement de leur commune? Nous avons demandé avec Christophe Béchu au préfet de lever leur crayon et d'attendre les résultats des études d'urbanisme que nous avons lancées, dont nous aurons les résultats à la fin de l'année. Et nous avons déjà eu un certain nombre d'arbitrages. Par exemple, nous voulons sortir les grands projets d'intérêt nationaux ou régionaux des surfaces qu'il restera à aménager. Je m'explique. Par exemple, dans les Hauts-de-France, vous avez le canal Seine-Nord, 2200 hectares. Il faut, pour que les territoires et les départements des Hauts-de-France puissent avoir des marges de manœuvre, que ces 2200 hectares soient retirés du potentiel d'aménagement. Ça, je crois que c'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'outils qui vont permettre d'accompagner les collectivités. Nous allons mobiliser le CEREMA, au sein de l'ANCT. Et puis n'oublions pas aussi que le programme des friches les friches industrielles qui devaient s'arrêter va être continué
pendant un certain temps et qui va donc permettre aussi aux élus locaux de réaménager ces friches dans un cadre de renaturation ou de traitement des friches pour leur permettre ou de construire ou d'amener des industries. D'accord, donc mobilisation sur cette problématique-là des grands opérateurs, CEREMA, vous l'avez dit, Agence nationale de la cohésion des territoires et autres. Et toute dernière question, si vous voulez bien, Madame la Ministre, Action Cœur de Ville, que vous avez porté, incarné, qui fait aussi réagir. C'est quoi la suite? C'est quoi les... Je réunis demain le tour de table des financeurs, c'est-à-dire de nos partenaires, la Banque des Territoires, Action Logement, l'ADEME et l'ANA. Nous allons évidemment relancer jusqu'en 2026 un acte 2 de Cœur de Ville. Le premier budget, qui était de 5 milliards d'euros avec nos partenaires, est quasiment consommé, ce qui veut dire qu'il y a eu plus de 6500 actions qui ont été réalisées dans les 234 villes qui avaient été lauréates. Et le programme d'Action Cœur de Ville 2 va mettre évidemment la transition écologique au cœur de ces projets, la renaturation en ville, les quartiers de gare et les entrées de ville comme étant des sujets importants pour cette nouvelle étape jusqu'en 2026. Donc repositionner, transition durable, exactement. Si je puis dire. Merci Caroline Kelly, à vous. pour ce panorama très, très riche, ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Merci d'avoir témoigné ici à la Convention des intercommunalités. Vous toutes et vous tous, continuez de nous suivre sur Acteurs Publics TV. Je vous dis à très bientôt.